la prévision, elle est simple. Je pense que Macron, comme Marine Le Pen, je pense qu'elles vont essayer de guerroyer, de ramener la guerre un peu partout dans les pays africains. Donc, l'avenir n'est pas intéressant. Par contre, ce qui peut être intéressant dans l'avenir, c'est de faire en sorte que les Africains eux-mêmes se mettent aujourd'hui à, à diriger leurs intérêts différemment en dehors de l'Europe et en dehors de la France. Bienvenue à toutes et à tous au Goûter panafricain, épisode vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, les élections présidentielles, car le prochain tour arrive très rapidement, le dimanche 24 avril. Euh, on va faire un tour de table sur ça, sur ces deux candidats qui arrivent. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, on a Thierry Serbin, le vice-président d'Africains du Monde. Comment tu vas, Thierry? Ça va très bien. Ça va très très bien. Thierry, il faut préciser, il est au soleil, il est en Martinique actuellement. Donc Au soleil avec la pluie. au soleil avec la pluie. Alors que nous, on est à Paris, il fait beau. Si c'est pas drôle. Il y a juste à côté, son collègue, le président d'Africains du Monde, Thibaut Obou. Comment tu vas? Je vais très très bien, merci. Bonjour Thierry, Bonjour Thibaut. comment vas-tu? Ça va. En tout cas, c'est à la fois un honneur et un plaisir de t'avoir sur la chaîne de Goûter panafricain. Effectivement, Thierry est le vice-président d'Africains du Monde, très efficace dans le domaine des sciences économiques et il a les analyses vraiment très 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 pointues. Et c'est un honneur pour nous de le recevoir ce soir avec nous et surtout qu'il est directement au pays, les choses sont directes. Donc, en tout cas, bonne arrivée. Tiens. Parfait. Ok. En haut à droite, il est en train de nous saluer. C'est Aton. Comment tu vas, Aton? Potap à tous. Eh ben, écoute, moi, je suis vraiment content de voir tout ce panel. Thierry, on va le découvrir. Il va nous enrichir un peu de ses connaissances et de sa lumière. J'espère que ça va être le phare de notre journée. Et puis, je dis bon, au tap à tous. Voilà. Voilà. C'est un plaisir de vous voir et le sourire est large comme ça. Voilà, pensez juste, action juste, notre prière du jour pour encourager ce live. Et la voix féminine du groupe, que ferait-on sans les femmes? Comme dit Thibaut, vraiment, la femme est très importante dans l'Afrique, dans le panafricanisme. Hachem Soud, comment tu vas, Hachem Soud? Oui, bonjour à tous. Merci encore, Thomas, donc de faire ce plaisir d'être présente sur un panel où nous avons, il me semble, pas mal de choses à dire. On va essayer de sortir un peu des lieux communs, des choses un peu évidentes. On va se mettre un petit peu à mal, si vous le voulez bien, au niveau de la pensée. Merci Thomas. Merci Ok, parfait. Juste au niveau de ton micro, peut-être parle un peu plus loin de ton micro parce qu'on t'entend pas très bien. D'accord, alors je disais là, c'est parfait. Bonjour à tous. Yes. Merci. Allez, donc on va démarrer ce podcast. Déjà, juste à faire un petit tour de table, on va faire l'entrée en matière. Qu'est-ce que l'entrée? L'entrée, on parle de l'actualité qui concerne le panafricanisme, la communauté noire. Est-ce que vous avez des infos croustillantes à nous faire partager avant qu'on rentre dans le plat principal? Ou Thierry, on va commencer avec Thierry. On va commencer à Thierry avec notre invité. Ouais. Oui, en fait, je voulais parler c'est même pas de l'Afrique, c'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ouais. Parce qu'on ne parle pas de ce conflit. Et ça fait 50 ans que les Indonésiens luttent pour leur indépendance. La Papouasie occidentale, pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Okay. La Papouasie occidentale qui a été envahie en 63 par les Indonésiens et qui est toujours sous contrôle de l'Indonésie. Et effectivement, l'an dernier, il y a eu beaucoup de manifestations, des émeutes, parce qu'ils sont maltraités. Et cette année... Thibaut, excuse-moi. Thibaut, est-ce que tu peux couper ton micro? On entend du bruit, Thibaut. Ok, d'accord. Vas-y. Cette année, en février, les Nations Unies ont fait un rapport, un communiqué, condamnant, enfin, bon, mais ça ne changera pas grand-chose, mais condamnant les exactions, les meurtres, les disparitions d'enfants. Et ce conflit aurait fait entre 100 000 et 300 000 de victimes depuis 50 ans.
Et c'est un conflit dont on ne parle même pas. Et en fait, l'arrière-plan de son conflit, c'est que la Papouasie occidentale a beaucoup de ressources naturelles, que ce soit le bois, la plus grande réserve de mines, de grands plateaux miniers d'or et de cuivre, et également des ressources halieutiques qui sont exploitées par les Indonésiens. Ok, très bien. Bah, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de C'est ces... vraiment noir, c'est ça que je veux dire. Même si on n'en parle pas. Mais c'est vrai que les journalistes ne sont pas autorisés, les journalistes étrangers ne sont pas autorisés à aller en Papouasie occidentale. Ok, c'est vrai que c'est une région, on n'en parle pas beaucoup. T'as bien fait de la rappeler. Donc, allez voir, essayez de vous renseigner sur cette Papouasie occidentale, voir ce qui se passe. Merci à toi, Thierry. Je vais passer la parole à la voix féminine du groupe, à Shensu. Est-ce que toi aussi, t'as des infos croustillantes à nous faire partager? Oui, alors moi j'ai une information. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Ouais, juste parle un peu plus loin du micro et c'est parfait. Voilà, je voudrais juste revenir sur les élections, hein, puisque aujourd'hui il y a deux candidats en lice. On a d'un côté Emmanuel Macron qui représente la France en marche, hein, voilà, et les marcheurs, qui est un libéral, hein, qui assume sans complexe et sans tabou donc l'idéologie libérale donc au niveau économique. Et d'un autre côté, on a Marine Le Pen qui gagne énormément de voix puisqu'elle est au second tour et qui reprend un peu les thèses de son père, mais d'une autre façon. Alors donc c'est effectivement un parti qui est ancré en France. Et je voudrais donc juste citer une lettre qui est actuellement très reprise par les gens de l'extrême droite. C'est une lettre qui a été formulée par Georges Marchais le 6 juin 1981. Pourquoi est-ce que Georges Marchais, qui est le secrétaire général du Parti communiste, a rédigé cette lettre en direction du recteur de la mosquée de Paris, donc à cette époque, sur les problèmes des travailleurs immigrés en France? C'est à la suite donc de la destruction d'un foyer Saint-Lacotrin en 1981 sur la commune de Vitry, qui a été perpétrée donc par le maire communiste. Et dans cette lettre, effectivement, on est assez surpris, puisque Jacques Marchais défend des thèses qui, à l'époque, pouvaient sembler très axées sur l'extrême droite. Et il a repris cette ancienne. Et je vous cite, excusez-moi, juste une phrase donc, de cette lettre-là. Je vous déclare nettement oui, la vérité des faits me conduit à approuver sans réserve la riposte de mon ami Paul Mercier-Recta, maire de Vitry, à l'agression raciste du maire biscardien de Saint-Maur, puisque effectivement il y a aussi eu le maire de Saint-Maur qui a expulsé des travailleurs maliens en direction donc, de la commune de Vitry. Et à la suite de ça, le maire de Vitry a pris la décision de détruire donc, le lieu d'hébergement provisoire de ces Maliens-là. Et il continue donc dans cette lettre, plus généralement, qui approuve son refus de laisser s'accroître dans sa commune le nombre déjà élevé de travailleurs immigrés. Et ça, c'était en 1981. Donc aujourd'hui, on est sur des thématiques qui semblent être reprises par la droite et la gauche. Et aujourd'hui, on aura à démonter à quoi ça sert donc de voter pour un parti qui, soi-disant, représente les travailleurs ou un parti d'extrême droite qui défendre effectivement la classe populaire au nom effectivement de la priorité nationale. Merci. Ok. Et et il reste ensuite Thibaut sur l'entrée si vous avez des actualités à partager, et sinon on passe au Moi, je n'ai pas envie de faire court cette fois-ci. J'ai envie même de crier un petit peu plus fort, puisque on parlait de l'école. Je vais parler de l'école panafricaine de Guadeloupe. C'est une dame qui a créé une école panafricaine de Guadeloupe qui s'appelle Madame Marie-Josée Tyrolien Pharaon. Et j'ai été étonné par le mépris et avec la telle arrogance que l'État français la traite aujourd'hui. Il s'est passé quoi en fait avec cette école? En fin de compte, grossièrement, l'école va pas ouvrir parce qu'on parle simplement de panafricanisme et c'est comme c'est une école de noirs, eh ben ça doit pas s'ouvrir. Eh ben non, on est là, Goûter panafricain existe et on va éventuellement appuyer cette demande
au mieux pour que la jeunesse qui arrive derrière soit éveillée autant que les adultes, voire mieux que les adultes d'aujourd'hui. Il est temps que ça s'arrête, cette arrogance occidentale et cet appui. Toutes les sociétés aujourd'hui ont des écoles. On peut même trouver une école grecque, si on veut, à Paris. On peut même trouver une école portugaise ou une école arabe. Mais les écoles panafricaines, c'est interdit. C'est non. Il nous faut notre école. Il faut que les jeunes sachent ce qui s'est passé dans leur passé et ce qui va se produire dans leur avenir. Tout simplement pour qu'ils aient de la culture et aussi du savoir. C'est important. Il se passe trop de choses. Aujourd'hui, il nous faut cette école panafricaine et j'appuie vraiment tout Guadeloupéen ou Antillais ou même panafricain, voire même africain, à appuyer cette dame dans sa démarche parce qu'une pétition est lancée. Donc, elle sera mise, bien sûr, que j'enverrai juste après ce live dans les commentaires. Voilà. Très bien. Merci à toi. Et on termine avec le président d'Africa du Monde, Thibaut. Si tu as aussi une actualité à partager avant qu'on démarre le sujet principal sur les élections. Je te laisse remettre ton micro. Oui, il y a une actualité à partager. Il y en a deux. La première, c'est le Rwanda qui passe un accord avec l'Angleterre pour que tous les étrangers et réfugiés qui seront expulsés de l'Angleterre puissent aller au Rwanda. Bon, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour l'Afrique parce qu'on a déjà expérimenté ça avec Sierra Leone et avec le Libéria et malheureusement, ça n'a pas donné quelque chose d'intéressant. Donc, c'est dommage que le Rwanda puisse encore, on est en 2022, jouer encore ce jeu de faire rapatrier des Africains ou d'autres personnes, mais en tout cas les Africains en ce qui nous concerne, sur le continent sans leur volonté. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle. Donc je pense qu'il faut faire en sorte que ça cesse en fait. Mettre la pression pour que le Rwanda puisse ne pas exécuter ce contrat qui n'honore pas du tout l'Afrique. C'est très très dangereux pour nous. Deuxième nouvelle, c'est que, celle-là, elle est quand même intéressante, c'est le Cameroun. Le Cameroun qui a passé des accords avec la Russie, des accords militaires avec la Russie récemment. Et donc, on passe un peu de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a maintenant le Mali, la Centrafrique et maintenant le Cameroun qui passe un accord avec la Russie, sachant que le Cameroun, c'est quand même fait partie du précaré français. Bien sûr. Donc, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, donc c'est quelque chose à encourager, à amplifier. Et la dernière nouvelle, c'est le retrait des troupes françaises de Moura. Moura, c'est au Mali. Mais je pense que c'est pas simplement une base qui devait partir, c'est sur toutes les bases. Hein. C'est ce qui a été prévu par Macron lui-même et c'est ce qui est prévu aussi par les autorités maliennes. Donc voilà un peu les nouvelles d'aujourd'hui. Ok, très bien. Merci à vous toutes et tous de nous avoir fait partager ces nouvelles du jour. Et maintenant, rentrons dans le plat principal qui concerne les élections. Alors, les élections qui vont se dérouler le dimanche 24 avril, on en est au deuxième tour. À l'issue du premier tour, donc c'est Macron et Marine Le Pen qui sont arrivés les deux premiers. Macron avec 29% et Le Pen à 27%, si je ne me trompe pas. Et en tout cas, et donc ils vont se retrouver donc pour le second tour le 24 avril. Mais selon les derniers sondages, ça devrait être Macron qui devrait être élu à 57% et Marine Le Pen qui aurait que 42% face à lui. On a eu un taux d'abstention de 26,3% pour ce premier tour, qui est 4 points en hausse par rapport à 2017. Et ma première question, en fait, c'est une question générale. Qu'est-ce que vous en pensez de ce deuxième tour et de ces deux candidats qui vont batailler pour la présidence française? Je vais vous poser la question à Thierry et ensuite je fais un tour de table avec tous les autres. En fait, je pense que ces deux candidats, leur seul but, c'est de défendre les intérêts de la France, les intérêts économiques, financiers, politiques de la France. Le reste, à mon avis, ça ne les intéresse guère. Pour toi, ils sont quasiment pareils alors ces candidats en fait. Il y a des différences, non, ça je ne dis pas qu'il y a des différences, mais ils ont en commun la défense des intérêts français. Ce qui est une bonne chose, défendre son pays.
Oui, oui, mais quand il s'agit de l'Afrique, c'est pas les intérêts des Africains qui vont défendre. Ok. Ashensu? Moi, je remets le micro. Là, tu m'as posé une très belle question, hein, et Thierry Sabin donc a répondu, c'est-à-dire que l'on aurait tendance à penser que s'il y a une équivalence, hein, c'est ce que on a comme lecture, hein, c'est-à-dire que ça soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, ils sont équivalents lorsqu'il s'agit effectivement de politique étrangère. Je me trompe pas, Thierry Sabin, c'est bien ça? Ouais, C'est ouais. sur la politique étrangère que tu voulais dire qu'effectivement. Ouais, la politique étrangère en ce qui concerne l'Afrique. Voilà. En ce qui concerne l'Afrique, effectivement, on a donc depuis des années une alternance, hein, que ce soit la gauche ou la droite, au niveau du discours, un discours insultant, hein, à l'égard donc du peuple en tant que tel, mais ils ne minimisent pas la population puisqu'ils en ont besoin lorsqu'il s'agit de travailleurs déportés, hein, sur les territoires de l'Europe. Et d'autre part, il y a aussi une façon d'instiller donc auprès donc des chefs d'État qu'ils ont établi une sorte de une manière donc de déférence à l'égard donc des obligations qui doivent être les leurs, de respecter effectivement à la lettre les décisions françaises et européennes. Donc je le dis, que ce soit la droite ou la gauche, on est tous d'accord, il me semble, on va voir qu'il n'y aura pas de changement. Là où je m'interroge, hein, c'est en quoi les gens de la diaspora qui sont sur ces territoires-là, c'est-à-dire que ce soit la France, la Belgique, l'Italie ou peu importe, se considèrent comme citoyens et ont le sentiment qu'ils vont peser avec leur bulletin de vote le destin, le changement d'une autre attitude, d'une autre politique à l'égard donc du continent. Et cette croyance-là, elle est très ancrée. Et je me pose la question, est-ce qu'elle est partagée pour l'ensemble, effectivement, des Français de souche, par exemple, ou des Français européens? Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a la possibilité en tant que descendants ou afro-descendants donc des déportés de se considérer comme étant acteurs donc d'une décision, c'est qu'on se considère comme citoyens donc d'un pays. Et il faut savoir une chose, c'est que nous nous sommes aussi dupes d'un discours. C'est-à-dire que lorsque l'on délègue à ces gouvernants, à ces représentants, la possibilité de représenter les citoyens hors de la France et vers le continent africain, il faut se poser la question, est-ce que ça a du poids? Parce que lorsque l'on voit certaines réactions de Français à l'égard des politiques étrangères de leur pays, on est en droit de se poser la question, est-ce que l'on est réellement maître, en citoyen, est-ce qu'on est maître de destin et de l'avenir de la politique étrangère de la France? Je ne suis pas certaine que l'on voit aujourd'hui les conséquences de la politique qui a été décidée à l'égard de la Russie, c'est le petit peuple qui va en souffrir. Voilà. Ok. Merci à toi. Je vais donner la parole à Aton, savoir ce que tu en pensais de... Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Thierry, donc je m'associe vraiment à ça. Et c'est vrai que je voudrais compléter un peu ce que dit Hatshepsut, tout en sachant que, est-ce qu'il ne faudrait pas que aujourd'hui tout panafricain ou tout même est-ce qu'il ne faudrait pas concentrer toutes nos voix, les mettre dans un seul panier, choisir un candidat et en partir de ce principe-là, ce candidat représenterait nos intérêts panafricains. Est-ce que ce ne serait pas l'idée au final à faire et la voie la plus judicieuse si on veut participer un jour à ces élections qui me paraît déjà un petit peu biaisée, en tout cas en 2022, dans ce pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un jour, nous, panafricains, on réunisse nos voix, on se dit quel candidat on choisit, tout le monde vote pour ce monsieur, et ce monsieur représenterait nos intérêts, ou cette dame, d'ailleurs, je pense puisqu'on est là pour l'équité, où cette dame représenterait nos intérêts extérieurs dans ce pays. Est-ce que ce ne serait pas l'idée à proposer aujourd'hui, peut-être en 2020, peut-être dans les années à venir?
Voilà, ce serait mon point d'interrogation. Mon point d'interrogation, c'est peut-être ensemble de choisir un candidat qui mettrait nos valeurs en avant et surtout l'Afrique en avant. Très, très bien. Je vais rebondir sur ta question juste après. Je vous ferai une autre question suite à ce que tu viens de poser. On termine avec Thibaut. Qu'est-ce que tu en penses, l'avis général pour ce second tour avec ces deux candidats? Bon, pour les élections qui ont lieu en ce moment en France, on a vu un peu le premier tour avec le ballet traditionnel de ceux qui ont pu concourir, parce qu'il faut dire qu'il y a des candidats qui ont été empêchés, qui n'ont pas pu avoir leur parrainage. Et il se trouve qu'il y a eu un nouveau système qui n'est pas du tout légal. C'est la possibilité qui a été offerte à Bayrou de pouvoir parrainer des candidats pour qu'ils atteignent les 500 parrainages, ce qui est complètement illégal. Mais bon, c'est fait. Donc Bayrou a parrainé Marine Le Pen. C'est ce qui a fait qu'elle a pu en fait se présenter. Deuxièmement, il y a des candidats qui n'ont pas pu avoir ces parrainages, notamment Taubira. Il y a aussi Asselineau, il y en a plein d'autres qui avaient quand même un électorat mais qui n'ont pas pu concourir. Et à l'inverse, il y a certains candidats qui n'ont pas du tout d'électorat mais qui ont pu concourir. Là, je pense ici à Nathalie Arthaud, je pense aussi à la socialiste, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et puis Pécresse aussi. Donc, en fait, en réalité, on est dans un système qui est déclinant du point de vue démocratique, déclinant du point de vue des institutions, parce que en réalité, les Français n'ont pas eu de choix entre entre tous les candidats qui sont présentés d'ailleurs, parce que ils font tous partie des personnes qui ont, sur 50 ans, d'une façon ou d'une autre, ont bénéficié de la Ve République et qui ont contribué à mettre un peu l'État dans les institutions qui sont complètement bancales. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a élection, les sujets du point de vue national ne sont pas abordés, mais ce qui est abordé, c'est plutôt du folklore, notamment l'immigration, des sujets qui n'ont rien à voir avec vraiment l'amélioration de la vie des Français, l'amélioration des institutions et surtout aussi l'amélioration on va dire, du niveau de l'instruction des jeunes Français au jour d'aujourd'hui, parce que la France est 24e au niveau national sur l'éducation, au niveau international sur l'éducation, et ça pose un problème. Maintenant, les élections elles-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en réalité, les élections ont été un peu truquées. Pourquoi? Parce que Macron lui-même n'a pas de base électorale. Il n'a pas tellement un fichier qui lui permet réellement de passer, d'être premier au premier tour. Il s'est trouvé qu'il a été premier au premier tour. Deuxièmement, Mélenchon a pu grappiller quelques électeurs dans les banlieues, dans les grandes villes, alors que depuis 50 ans, tout candidat qui emporte toutes les grandes villes, il est forcément au second tour. C'est la première fois qu'on a un candidat qui remporte dans les grandes villes qui n'est pas au second tour. Donc ça pose vraiment un grand problème. Deuxièmement, on a affaire aujourd'hui à des élections qui sont rimées au sondage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus confiance aux institutions qui sont liées à la préfecture de Paris, parce que les vrais résultats, c'est la préfecture de Paris qui les donne. Et là, on a des résultats qui sont donnés depuis 20 heures par les instituts de sondage qui ciblent une population bien précise. Et en fonction de ce que disent la population, même pas ce que dit la population, en fonction de la question qui est posée à la population, on peut savoir l'échantillonnage qui va en sortir. Mais l'échantillonnage, c'est pas le vote des électeurs. C'est pas représentatif. Alors juste. Non seulement elle n'est pas représentative, mais c'est pas le vote des électeurs. Okay. Donc ça pose un problème institutionnel qu'il va falloir régler d'une façon ou d'une autre, parce que ça biaise les élections et au final, ça veut dire que l'élection est un peu truquée. Donc réellement, je veux dire quoi? À 20h, il y avait encore 9 millions de bulletins qui n'étaient pas encore dépouillés. Et à 20h, on a les prévisions qui sont déjà faites, quoi. Non, le représentant de... comment il s'appelle Attends, je te laisse chercher. Je vais faire un tour de table, je vais poser la question suivante. Comment il s'appelle les instituts.
le représentant des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, après une déclaration, alors qu'il restait encore pratiquement 9 millions de bulletins qui n'étaient pas encore dépouillés. Donc ça pose vraiment un problème de transparence, Ok. ce qui veut dire que, effectivement, aujourd'hui, nous avons des élections qui sont un peu coupées à la fois de la population par la technologie. Ok. Je vais passer à la question suivante. Euh, déjà, question. Allez-vous voter pour ce second tour? Et ensuite, pour vous, sur l'ensemble des candidats, quel a été le candidat qui, c'est pour rebondir un petit peu à la question d'Aton, quel a été, s'il fallait choisir un candidat panafricain, quel était pour vous le candidat le plus proche du panafricanisme et de l'Afrique? Voilà, c'est deux questions en une. Allez-vous voter au second tour et s'il fallait choisir un candidat? Voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas vraiment de panafricain, mais est-ce que celui qui se rapprochait le plus du panafricanisme, pour vous, c'était lequel? On commence avec toi, Thierry. Ouais, je pense qu'aucun des candidats n'est panafricain, ni panafricaniste, pas du tout. Tu penses que, et à l'avenir, tu penses qu'il y en aurait qui aurait une vision Moi, je crois pas. pour le développement de l'Afrique? J'en vois aucun. Et pourquoi il n'y en aurait pas, en fait, tu penses? Parce que, comme je l'ai dit, leur intérêt se focalise sur la France et pas sur l'Afrique. C'est pas eux qui vont défendre les intérêts des Africains, c'est les Africains qui vont défendre leurs intérêts eux-mêmes. Voilà. Ok, et donc, est-ce que tu vas voter pour le second tour? Bon, je pense que je vais y aller. Et simplement pour faire barrage, mais bon, c'est pas un vote d'adhésion. C'est pas un vote d'adhésion, ok. Donc, en gros, tu te sens pas représenté par les deux, mais tu vas y aller quand même pour faire ton devoir Non, même de pas citoyen. mon devoir. Parce que je pense que comme j'ai le droit de vote, je vais y aller. Ok. Est-ce que il y a un truc dont on n'a pas parlé. Ce qui m'étonne le plus, c'est le score de Marine Le Pen à Mayotte. À Mayotte, ok. Elle est sortie en tête. Et c'est le département le plus musulman de France. Il y a 95% de musulmans. Et Mayotte, pour moi, c'est l'Afrique. Hein. C'est quasiment l'Afrique. Et elle a fait 41 ou 42% de voix. Voilà. Seconde dans les dom-tom aussi. Troisième en Martinique. Troisième en Martinique, deuxième en Guadeloupe ou un truc comme ça, j'entends. Pour vous, comment c'est possible que Marine Le Pen, elle arrive dans ces places-là, dans les dom-tom, en fait? Comment c'est possible? Certainement. À Mayotte, ça peut s'expliquer comme ils ont 50% de personnes d'origine étrangère. Et certainement qu'il y a des problèmes sociaux et des gens, ils assimilent la cause des problèmes économiques et sociaux, c'est les étrangers. Mais en fait, en Martinique, officiellement, il n'y a que 1% de personnes d'origine étrangère. Ils sont plus nombreux en Guadeloupe. Ils sont 7% selon ce que j'ai compris, entre 6 et 7%. Ok. À Shensout, alors, pour toi, est-ce que tu iras voter pour le second tour et pour toi, quel est le candidat qui a été le plus proche du panafricanisme sur l'ensemble des candidats? Alors j'aime beaucoup la provocation avec laquelle tu nous tends cette perche, parce que, comme je l'ai dit précédemment, on est en déficit effectivement de représentativité en tant que tel. C'est-à-dire qu'on nous considère comme citoyens d'un pays, d'un État sur un territoire donné. Donc, à proprement parler, la communautarisme, et même il y a une loi, est quasi interdite. On ne peut pas avoir un représentant aux élections, un candidat qui porterait effectivement des valeurs panafricanisme et juste sur ce seul repère pourrait conduire la France au niveau de sa politique étrangère. Moi, j'aimerais bien, on est d'accord, hein, on est tous d'accord ici. C'est-à-dire que ça nous pose vraiment un problème. Ça nous pose un problème parce que Thierry Serbien vient de nous dire quelque chose et qui me fait vraiment réagir. Parce qu'en tant que citoyen de ce pays, donc de la France, on est un peu comme tous les autres citoyens, qu'on pourrait dire de souche ou peu importe, qui ont beaucoup bataillé pour avoir des droits, donc le droit de voter, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'au sorti de la Révolution, on se questionnait, notamment Montesquieu, etc.,
et Condorcet sur la question de qui pouvait voter, hein, ceux qui payaient l'impôt ou pas, le sens. Et aujourd'hui, donc c'est généralisé, les femmes peuvent voter, etc. La question que je pose, c'est comment est-ce qu'on peut instrumentaliser aujourd'hui les électeurs? C'est-à-dire que si on met un parallèle, si on prend les faits divers, aujourd'hui, il suffit par exemple qu'un bébé ou n'importe qui se fait sauvagement agresser, il y a une nouvelle loi, on judiciarise la société. C'est exactement la même chose pour les élections. On va effectivement instrumentaliser un groupe particulier et à ce moment-là, on monte en mayonnaise. Et à ce moment-là, on franchit effectivement une ligne, le Rubicon. On va effectivement franchir les limites pour pouvoir à un moment donné dire est-ce que les patrons peuvent, en dehors donc du code du travail, sous-prolétariser davantage les immigrés? C'est la vraie question. Parce que lorsque Georges Marchais publie cette lettre, et je ne l'ai pas lue en entier, je n'ai pas lu entièrement cette lettre, il pose effectivement les grands principes communistes, c'est-à-dire le capitaliste fait venir des personnes immigrées et les met en concurrence avec ceux qui ont des acquis hein, au niveau du droit du travail, au niveau du salaire, au niveau du repos. On est d'accord? Et celui qui vient d'arriver, il est prêt à prendre n'importe quel travail. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que le prolétaire se sent menacé dans ses fondements. Et on instrumentalise l'ensemble de la société et on va instrumentaliser effectivement, puisque Marine Le Pen est partie en Guadeloupe, et elle va instrumentaliser les Guadeloupéens. Je vous signale que là, je me trouve à Saint-François, la grande majorité des franciscains disent qu'ils vont voter Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut... Pardon? Est-ce qu'on peut... Une majorité? Oui, une grande majorité. On va attendre les résultats. Je ne vais pas effectivement être de mauvais augure. Est-ce que tu vas voter au second tour? Oui. Est-ce qu'on va se poser, je vais être brève, est-ce qu'on va se poser réellement aujourd'hui les vraies questions? C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'on donne le droit de vote pour les femmes, pour les sans-terres, on a essayé de les instrumentaliser. Ils se sont battus pour pouvoir arriver à se défaire de ceux qui avaient les manettes pour pouvoir les manipuler. Aujourd'hui, on est en déficit de visibilité, on est en déficit de théorie, on est en déficit de concepts pour pouvoir détruire les dialogues qui sont aujourd'hui instillés comme de petits laits, comme si de rien n'était, au travers de tous les médias. Ça suffit. Je dis, ça suffit. Ok. A-t-on, pour toi, est-ce que tu vas voter pour le second tour et ensuite, est-ce que tu parlais qu'il fallait tout mettre dans un sens? Pour toi, c'était quel candidat qu'il faudrait faire? Bien sûr. Comme Hachem Soud, comme Thierry. Donc, ma réponse est oui. Il faut aller voter pour ce second tour. Je veux juste remarquer une chose. Je ne sais pas, je veux juste qu'on se rapproche un petit peu et qu'on regarde que parmi les cinq éligibles présidentiellement parlant, là, les cinq prochains, là, il y en a 3 qui sont quand même, qui peuvent être Front National. C'est-à-dire qui sont extrême droite. Je sais pas, si personne, ça fait tilt à personne, ça veut dire que demain, c'est notre communauté qui sera en danger. Parce qu'on est la seule communauté qui n'est pas organisée dans ce pays. Si ces élections doivent nous mettre un électrochoc, il faut que ça nous mette cet électrochoc par derrière. Il faut nous organiser. Je rappelle, parmi les 5, 3 sont en tout cas, et on peut se réjouir qu'Éric Zemmour n'ait pas fait autant d'élections possibles, autant d'électeurs possibles ont voté pour lui. Il est quand même 4e, hein, Zemmour. Il est quand même 4e. Ouais. Ça doit faire peur. Quand est-ce qu'on se réveille? Quand est-ce qu'on se réveille? Il faut vraiment que notre communauté se mette en commun pour attaquer ce marché de demain. Ok. Thibaut? Oui, j'irai voter. Ça marche. Thibaut, on finit avec toi. Donc, 2 questions en une. Vas-tu voter? Et ensuite, est-ce que tu penses qu'il y a un candidat qui était proche du panafricanisme parmi les tous? Bon, je pense qu'aucun des candidats n'est même proche même du noir, parce que la plupart du temps, leur campagne a été axée contre le noir, avec les lois sur l'immigration, les lois sur l'asile, on va dire,
une nouvelle invention par rapport à l'accueil exceptionnel des Ukrainiens. Tout ça en délogeant ici à Paris des Noirs de certains centres d'hébergement pour mettre les Ukrainiens à leur place. Par contre, ça ne les dérange pas d'aller chercher de l'argent en Afrique pour faire leur campagne. Ce que Emmanuel Macron a fait, il a fait son popote sur tous les pays africains, notamment Côte d'Ivoire, Sénégal, Tchad, pour pouvoir se financer. Ce que Zemmour aussi a fait, il est parti en Côte d'Ivoire pour se financer aussi. Hein. Donc il n'y a aucun d'entre eux qui n'a même pas l'intention, ne serait-ce que de rendre les lois qui sont appliquées en France, on va dire, au niveau de tout le monde. Et puis personne ne pense à abroger le Code civil qui date de 1102, le Code civil de Napoléon. Personne n'y pense. C'est-à-dire que c'est un Code civil qui a été fait pendant l'esclavage, après la colonisation, et ce code, il est encore en vigueur. Donc, il y a un grand problème. Par contre, je suis d'accord avec Aton quand il dit qu'il faut absolument éduquer nos enfants, préparer des personnes pour se présenter aux élections, à toutes les élections, y compris l'élection présidentielle, pour pouvoir défendre nos intérêts. Parce que l'élection, c'est la défense des intérêts des particuliers. Il ne faut pas l'oublier. Marine Le Pen, elle défend l'intérêt des particuliers. Elle défend, selon elle, l'intérêt des ruraux, l'intérêt de certaines catégories des Français. Parce que si elle est censée défendre la nation, elle ne doit pas catégoriser la nation. Il y a tout le monde dedans et on défend l'intérêt de la nation. C'est-à-dire que, et comme je le dis souvent depuis toutes les émissions qu'on a faites, l'Africain, le noir, étant en majorité en France et dans toute l'Europe pendant des siècles, on a fait en sorte de le rendre minoritaire, c'est-à-dire qu'il a été génocidé. Du coup, on a écarté du système à la fois des votes, du système économique, et lui-même se met à l'écart. Il se met à l'écart. Des fois, il se dit, mais tiens, je suis communautaire. Vous savez, la Constitution de 56, elle parle de la communauté. Hein. La communauté dont elle parlait, elle parle de la communauté des Africains qui étaient en Afrique, qui entraient dans la France. Donc, il y a un chapitre de la communauté à l'intérieur de la Constitution de 58. Hein. Donc, et puis aujourd'hui, on a un échiquier qui est communautaire. Il n'y a que les Blancs qui se présentent. Bah, ça rebondit ça m'a rebondi sur ma deuxième question. Est-ce que tu irais voter, du coup? Je finis juste. C'est communautaire parce que, du coup, les Noirs eux-mêmes, bon, il y a quelques-uns qui se sont présentés, mais vu les barrages sur le parrainage, ils n'ont pas pu accéder aux élections puisqu'ils ont été écartés. Donc, moi, j'incite tout le monde à faire un effort pour défendre nos intérêts, mais personnellement, à l'état actuel des choses, je pense que nos intérêts n'y sont pas. Donc, le travail que j'ai à faire, c'est de préparer des jeunes, de préparer des candidats africains, des Noirs, pour défendre d'abord leurs intérêts, défendre l'intérêt national, parce qu'il ne faut pas oublier que les Noirs sont chez eux ici. Hein, donc, l'intérêt national, c'est eux, en fait. Mais comme ils ont été, avec la communication, on a tout fait pour les mettre à l'écart. Donc, eux, ils se mettent à l'écart. Donc, il ne faut pas qu'ils se mettent à l'écart. Ils doivent se mettre à l'intérieur, sur tous les échiquiers, dans toutes les élections. Ils doivent être vraiment présents. Et juste pour finir, juste un petit truc pour finir, Thierry a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'à Mayotte, Marine Le Pen arrive en tête. À Mayotte. C'est vrai que tu as posé une question, pourquoi? Bon, le pourquoi, il est simple, parce que les Mahorais se considèrent français, donc leurs frères des autres archipels, c'est-à-dire Comores et tout ça, sont considérés comme étrangers. Donc, étant donné qu'il y a leurs frères du Comore viennent accoucher à Mayotte, en majorité, selon eux, ils sont étrangers, donc ils les chassent. Ce qui fait qu'en votant Marine Le Pen, ils pensent qu'ils peuvent chasser facilement leurs frères de Mayotte qui viennent chez eux. Ok, on va rebondir sur la dernière question. Projection sur l'avenir. Ça y est, on a le président, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez qui va se dérouler sur les... quelles sont vos espérances pour ce prochain quinquennat? Thierry, et ensuite, dernier tour de table. En ce qui concerne la politique africaine, je pense que le nouveau président continuera la même politique
Tu penses qu'il n'y aura pas de changement? Non, non, non. Même s'il va dire qu'il va faire des améliorations, ça c'est des effets d'annonce, mais la réalité ne changera pas. À mon avis, ça ne changera pas. Donc pour toi, il y aura toujours une main basse sur l'Afrique, sur les richesses et le franc CFA, etc. Et ça sera toujours en place. Je pense que oui. Sauf si dans quelques années, les Africains se révoltent et veulent changer ce système. Ok. Hachensout? Oui, alors bon, tu me donnes un petit cours, un temps assez court, mais je vais essayer d'être assez brève pour revenir sur ce qu'on appelait donc la politique étrangère, hein, donc de manière très incarnée, le président de la République, que ça soit voilà Marine Le Pen ou Macron, hein, on est d'accord, hein, on sera dans la continuité. Il n'y a pas de rupture à proprement parler. Le franc CFA devra, à mon avis, être une question qui devrait être. Ce seront vraiment les peuples qui devraient s'emparer effectivement de ces questions-là sur le continent et non pas de l'extérieur. Là, on s'interroge comment est-ce que de la diaspora, on pourrait, comme l'a dit Thibault, influer en ayant des représentants qui porteraient effectivement des vraies solutions à l'égard de ce continent-là. Moi, j'y crois fermement. Pourquoi? Parce que au niveau de la politique étrangère nationale, il y a au niveau supra la politique étrangère européenne. Et je voudrais, si tu me le permets, Thomas, juste te rappeler qu'il y a un centre qu'on appelle le centre de recherche Robert Schuman, qui est axé sur la production de matières grises sur l'action donc européenne à l'étranger. Elle titrait donc dans un article sur les sanctions comme instrument de la politique étrangère européenne, qui est un intérêt très important pour les pays européens de mettre en avant donc à l'égard des pays qui n'arrivaient pas à se plier au diktat de l'Europe, de se plier justement sous le coup des sanctions qui seraient prononcées justement par l'Europe. Et le centre Schuman prouve que l'intérêt des sanctions ne réside pas seulement dans leur efficacité, la sanction est souvent un moyen d'indiquer clairement une réprobation, une prise de position de politique étrangère. Plus modérée qu'un embargo, moins dangereuse que des mesures de rétorsion militaire, elle se situe ainsi à mi-chemin entre l'inaction et la surréaction violente. Il n'est donc pas étonnant que l'Union européenne en ait fait un instrument privilégié de sa politique extérieure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe, la politique étrangère de l'Europe est axée sur des sanctions comme instrument de soumission. Et notamment, on le voit aujourd'hui à l'égard du Mali et à l'égard donc d'autres pays, notamment la Russie. Elle a pour vocation au niveau de la politique étrangère non pas d'aider, mais de soumettre. Donc, il faut avoir bien en tête que si effectivement on veut bien que dans l'avenir proche et lointain, un candidat puisse nous représenter, mais il n'en demeure pas moins que la politique étrangère n'est plus nationale, mais elle est supranationale. Donc, comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va avoir un candidat au niveau de l'Europe qui sera en mesure de faire entendre la voix de la diaspora pour que les instruments de domination qu'ils mettent en œuvre, qu'ils créent constamment, puissent à un moment donné être diminués, être plus dans ce qu'on appellerait une sorte de coopération gagnant-gagnant. Voilà, donc c'était ce que je souhaitais mettre en avant. Très bien. Aton, pour toi, qu'est-ce que ça sera l'avenir avec Emmanuel Macron ou Le Pen? Je appelle à mon panel là, qui est là. Merci Thomas de me donner la parole. Mais je appelle au panel qui a regardé les programmes des candidats là, pour l'Afrique. Moi, je les ai regardés. Et on peut s'apercevoir que c'est la continuité qui va se produire.
Alors, juste une chose, quelqu'un a un micro ouvert, ça fait un écho. Est-ce que vous pouvez le fermer? Ouais, merci. Vas-y, tu peux continuer. Donc, pour ça, moi, je m'insurge en faux. Et je le redis, et je pense que Thierry, je vais répéter un petit peu ce qu'a dit Thierry, c'est aux Africains de se réveiller aujourd'hui, de voir que l'intérêt, il est plus du tout de la France. La France est qu'un petit pion dans le monde. Il est temps de s'éveiller et de regarder dans d'autres directions que de regarder la France droit dans les yeux. Effectivement, en tant que Français, on va voter, mais moi, je le dis tout de suite, voter blanc, et j'aurai aucun candidat sur lequel je vais miser. Si c'est pour voir encore un Emmanuel Macron tel qu'il a traité l'Afrique dernièrement, ou voir au Mali ou dans d'autres géographiques en Afrique, c'est pas la peine. Voir des gens d'extrême droite tels que Marine Le Pen se représenter et traiter les miens en France ou dans ces régions d'outre-mer malement, c'est pas la peine. Donc on va être clair, moi ça va être blanc. D'autre part, il est temps que nos compatriotes africains, nos frères d'armes, se réveillent et se mettent en branle-bas de combat dans l'éducation et surtout l'éducation. C'est les 3 points sur lesquels je tiens. Éducation, défense, se défendre, et ensuite l'économie. Il est temps que ces 3 points soient mis en avant aujourd'hui pour se défendre dans le monde de demain. On va terminer avec, merci à toi. On va terminer avec Thibaut. Prévision pour ce quinquennat qui arrive. Oui, bon, disons que la prévision pour le quinquennat, c'est déjà la réalité que nous sommes en train de vivre malheureusement, puisque économiquement, la France étant dans un gros trou de déficit et de dette, elle ne peut rien faire d'autre que d'aller chercher là où elle peut faire entrer de l'argent sans contrôle. C'est-à-dire que toujours s'accaparer de l'or, par exemple du Mali, c'est ce qui fait qu'il y a la guerre là-bas, l'or aussi qui se trouve au Burkina Faso, et l'or qui se trouve aussi en Côte d'Ivoire. Donc la prévision elle est simple. Je pense que Macron comme Marine Le Pen, je pense qu'elles vont essayer de guerroyer, de ramener la guerre un peu partout dans les pays africains. Donc, l'avenir n'est pas intéressant. Par contre, ce qui peut être intéressant dans l'avenir, c'est de faire en sorte que les Africains eux-mêmes se mettent aujourd'hui à diriger leurs intérêts différemment en dehors de l'Europe et en dehors de la France. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils doivent s'équiper militairement. Ils doivent s'équiper au niveau de l'éducation pour être en mesure d'avoir des gens capables à la fois de se défendre militairement, mais à la fois de transformer aussi leurs matières premières qui sont sur place. Ils doivent être aussi capables de choisir leur partenaire qui doit être en dehors de l'Europe. Pourquoi en dehors de l'Europe? C'est simplement sur 500 ans de coopération, on s'est bien rendu compte que la relation est toujours une relation où les Africains n'ont jamais rien gagné, ils ont toujours tout perdu. Et ceci, c'est pas par la négociation, c'est par la force des armes. Donc les Africains doivent faire en sorte qu'il n'y ait plus d'armées, de bases militaires sur leur territoire. Ils doivent faire en sorte de se débarrasser du franc CFA. Parce que c'est avec le franc CFA. Parce que souvent on parle de la corruption en Afrique. Mais la corruption c'est quoi? Elle est simple. C'est le franc CFA qui est fabriqué ici à Chavelière, qu'on déverse en Afrique sur certaines catégories de personnes, des chefs d'entreprise, des politiques, et à leur tour, ils le redéversent sur la population. Donc vous avez une corruption, et les gens se plaignent et disent mais d'où vient la corruption? Mais la corruption c'est le CFA qui fait la corruption. Parce que le CFA c'est pas une monnaie en tant que telle, mais c'est une monnaie qui cause des difficultés aux pays africains. Donc les pays africains doivent faire un effort économiquement de faire différemment, avec un langage différent, des choix qui sont différents, et de travailler en dehors de l'Europe. C'est très important. Ils doivent aller vers d'autres partenaires comme la Russie, comme la Chine, et même, pourquoi pas, peut-être l'Afrique du Sud, voilà.
les partenaires internes pour pouvoir se relever un peu partout dans le monde. Et si l'Afrique se relève, effectivement, en Europe, leurs ressortissants, quand je dis leurs ressortissants, c'est-à-dire les Africains qui sont en Europe, pourront aussi se relever, se redresser, et on va tenir compte de leurs intérêts parce qu'ils ont une base en Afrique qui est très forte. Et cette base aussi, elle est pareille pour l'Amérique, elle est pareille pour l'Asie. C'est-à-dire, tant que l'Afrique sera forte, tous leurs ressortissants qui sont à l'extérieur seront aussi confortés à la fois dans leur position et confortés dans leurs intérêts vitaux. Donc, il est important que ça change en Afrique pour que ça puisse venir changer ici. Voilà. Ok. Donc, je pense que les élections ne vont rien changer à la vie des Africains. Ok. Bah, merci à vous toutes et tous. On va passer maintenant au dessert. Le dessert, c'est la partie sucrée de l'émission. C'est vos livres. Ce que vous conseillez à nos auditeurs et à nos abonnés de YouTube, les ouvrages que vous avez lus ou que peut-être que vous avez pris en main et que vous pensez qu'il serait intéressant de faire partager. Moi, juste avant que vous démarrez, je fais une petite parenthèse. J'ai le livre Repère de Astrid Aimé. Alors, il s'appelle Astrid, mais c'est un homme, hein, c'est un monsieur. Il est d'origine camerounaise et je l'ai rencontré au Salon du Livre et j'ai bien sympathisé avec lui. Et il s'appelle Repère, le livre Astrid Aimé. Et en fait, c'est un livre autobiographique où il parle de sa vie de Camerounais qui a vécu en France et un petit peu, il a un peu le syndrome de tous les Noirs qui vivent en France, un peu ce souci identitaire. Et il fait aussi le voyage en Afrique et il va avoir plusieurs réponses à ces énigmes qu'il a au fond de lui-même. Alors, je viens de l'acheter le livre, hein, je l'ai pas encore lu, mais en tout cas, l'auteur était très sympa et peut-être il viendra sur le goûter panafricain, on l'espère. Donc voilà, le livre Repère de Astrid Aimé. Aton, je t'ai vu serrer le poing. Alors, Ouais, juste avant, je vais juste donner la parole à Thierry s'il Oui. a des ouvrages. Bon, il ne s'agit pas d'un ouvrage, mais d'un magazine. Un magazine, ok. Ça paraît, c'est Historial. Historia. Est-ce que tu peux le mettre un peu plus haut qu'on puisse bien le voir? Voilà, parfait, ça marche. Ça paraît c'est publié en Martinique. Ouais. Ça se vend en Guadeloupe et en Guyane, mais à mon avis, ça ne se vend pas dans l'Hexagone. Il y a des fois des excellents articles, enfin. Et ça traite de quoi, Historia? C'est l'histoire souvent, principalement de l'histoire des Antilles et des Amériques. Et là, j'ai appris, en fait, je ne savais pas qu'il y avait une île qui s'appelle l'île de Navas. Navas. Qui a été volée aux Haïtiens au 19e siècle. Et les propriétaires sont américains. Et il y a encore un autre article sur Ruby Bridge. C'est la fille de 6 ans avec la déségrégation aux États-Unis qui avait été escortée par les policiers américains sa première année d'école. Ouais, il y a des vidéos de ça, de filles de noirs qui allaient dans les quartiers blancs et qui étaient souvent insultées et bah, j'imagine pour l'école, ça devait être tellement particulier que cette fille était obligée d'être escortée par la police, c'est quand même dingue. Ok, merci à toi. Donc, Historial, magazine local, en l'occurrence, peut-être qu'un jour on le verra. C'est Antilles-Guyane, c'est ça. Voilà, Antigua, mais peut-être qu'on peut le voir sur Internet et qui sait, peut-être un jour on le verra sur Paris, en métropole. Ok, Hachem Sout. Oui, alors moi, c'est pas tellement un ouvrage, hein, je voudrais juste inviter les internautes et les réseaux, puisque nous, Goûter Panafricain, on a pour base et pour projet de fédérer un certain nombre d'acteurs autour de notre projet et puis de nous-mêmes, de nous agréger à d'autres. Et notamment au niveau du net, il y a une femme qui s'appelle Juliette Smeralda, qui a une émission donc en Martinique et qui avait fait donc dernièrement en avril 2022 Raison pratique en présence de Mika Valentin, Dany Emmanuel et Mireille Pierre-Louis. Le mérite donc de cette émission-là, c'est de mettre en évidence à quel point la Guadeloupe et la Martinique est traitée au niveau administratif, ça je ne vous l'apprends pas, financier. Globalement, la Martinique, ces territoires que l'on appelle ultramarins, sont traités comme des pays étrangers.
Et ça le mérite, donc au travers de cette émission-là qu'elle a enregistrée il n'y a pas très longtemps, de déconstruire un certain nombre de préjugés, notamment lorsque vous avez des collègues qui sont vos camarades de promo, vos collègues, etc., vos amis les plus proches dans la famille, européens, bretons, etc., et qui vous disent, écoutez, la Guadeloupe, la Martinique, ça coûte assez cher à la République, quoi. Donc prenez votre autonomie, prenez votre indépendance. Et écoutez bien l'émission qui a été enregistrée par Juliette Esmeralda, et vous allez comprendre que vous avez des éléments de langage pour détruire et dynamiter ce genre de discours. Voilà. Merci à toi. Aton et ensuite Thibaut pour finir. Alors moi, j'adore cette partie-là, donc comme tout le monde sait, hein. Moi, la dernière fois, j'avais proposé l'histoire de l'Afrique et sa diaspora, Ouais. avec maman, papa, c'est quoi l'esclavage, comment l'Afrique est-elle devenue si pauvre, qui a construit les pyramides, d'où viennent le hip-hop, le reggae, qui était Malcolm X. Eh ben, voyez-vous, on a tout ça là-dedans. C'est la suite. La suite, ok. La suite de Jélissa Sekhmet. Nickel. C'est une enseignante d'histoire dans les Caraïbes, principalement en Guadeloupe, et elle nous fait la suite de son bouquin. Et il est vraiment plein d'activités. C'est génial, toujours génial en partie. Il y a des petits quiz à l'intérieur? Ouais, il n'y a que ça. Il y a même des cartes de l'Afrique. Donc Parfait. c'est sympa qu'on a un enfant de 6 ans qui veut juste dessiner, redécouvrir le continent. C'est juste magnifique. Donc, alors ça coûte, on est sur les prix des 22 €. Donc, faut vraiment dépenser un peu d'argent pour vraiment s'éduquer. Mais ça vaut vraiment le coup dès qu'on a 6 ans de découvrir des petites choses comme ça. Et je rappelle la petite pochette en avant, c'est vraiment sympa de voir tout ça. Donc, moi, j'ai un petit, c'est ce qui va bouquiner. Ouais, ok, Donc, parfait. Donc le fiston, il va avoir de la lecture. il va travailler. Donc à partir de 6 ans, et donc après c'est pour les adultes aussi. Hein. Ok, bah voilà, c'est un peu pour tous. Et c'est bien de s'informer sur tout ce qui est Afrique et de sa diaspora. Donc voilà, il y a une activité. Très bien. Et Thibaut? Alors, il faut que tu rebranches ton micro. Je vais dans le même sens que Thierry, pour dire qu'il y a aussi l'île de la Tortue, et puis il y a aussi des grands espaces qui sont complètement oubliés, hein. Par exemple le Nouveau-Mexique, c'est un territoire mexicain qui a été pris par les États-Unis, qui a intégré ce territoire à la leur. Donc vraiment, il y a beaucoup d'îles comme ça qui sont pris de force encore aujourd'hui, dont parle Historial. C'est vraiment un très très bon magazine que Thierry envoie souvent ici pour qu'on ait les informations, l'histoire des Antilles, les luttes qu'il y a eu là-bas, notamment les luttes en 67 par rapport aux syndicalistes. Pour les bouquins, donc nous vous présentons le mien. Donc l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Par exemple, à la page 267, je dis le positionnement de la femme et de l'homme noir africain face à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les élections aujourd'hui, quelle que soit la personne qui va sortir des élections, nous devons avoir une façon de faire. Une façon de faire qui fait que nous devons retrouver nos intérêts et nous devons retrouver, on va dire, non seulement nos humanités classiques, mais ce qui nous a été confié depuis des siècles doit nous revenir. L'Europe, l'Amérique, l'Asie, tout ça, ça nous a été confié, donc ça doit nous revenir. On ne doit pas marcher à côté, on doit être au centre de ça. Donc j'en parle dans ce livre, l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Dans celui-ci, qui est le pouvoir divin de la femme noire africaine par rapport aux élections, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une femme, Marine Le Pen, aujourd'hui, qui arrive pratiquement au deuxième tour des élections. Pendant des millénaires, en Afrique, c'est les femmes qui étaient au pouvoir. C'est les femmes qui étaient au pouvoir à tous les niveaux. C'était les reines, c'était les chefs militaires, c'était les chefs spirituels. Et donc, vraiment, on n'a pas entendu, disons, 2022 pour présenter une femme aux élections. Donc, toute personne qui veut vraiment
savoir le rôle ce que est vraiment la femme, c'est-à-dire la femme africaine, son rôle important, doit lire ce livre-là. Par exemple, l'Europe, c'est une femme africaine. Qui le sait? Oui, donc il est nécessaire de lire ce livre pour que nous retrouvons nos libertés, nos autonomies et surtout nos forces. Parce que depuis qu'on a essayé de minimiser et écarter la femme, depuis ce temps-là, nous sommes toujours soumis et nous sommes toujours en errance. Donc il va falloir qu'on remette la femme au centre. Très bien, en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce podcast. C'était un grand plaisir de le faire avec vous. Donc j'espère que les auditeurs et les abonnés ont pu se faire leur avis sur les prochaines élections. On se retrouve très très vite pour un prochain contenu. Merci encore à toi Thierry d'avoir participé à ce podcast. C'était un vrai plaisir. Merci. Merci à vous toutes et tous, parce que Thierry et Hachem Soud, vous êtes en Martinique et en Guadeloupe, donc profitez bien. Profitez bien. Et les Parisiens, Thibaut et Aton aussi, profitez de la vie parisienne. Et on se retrouve très très bientôt pour un prochain podcast. Pensez bien sûr. Merci tous, merci. Bisous. Bye bye. Et pensez bien sûr à vous abonner et à commenter. Bye bye tout le monde. Bye bye. À très bientôt.